Bonjour, Madame Séverine Codio-Granvaux. Nous remercions beaucoup pour l'occasion de cet entretien. La publication de philosophie africaine pour la maison d'édition Culture et Barbarie, Culture et Barbarie, est une initiative éditoriale importante pour approfondir la connaissance au Brésil d'une tradition de pensée si peu connue encore et donc si facilement stéréotypée. Je donne la parole à Fernando Schreiber, éditeur de Culture et Barbarie, qui va publier Philosophie africaine. Ensuite, le professeur Fábio Costa dirigera également quelques questions. É une excellente conversation. Merci beaucoup, Madame Codio-Granvaux. Ok, alors, merci beaucoup André. Enchanté Séverine, c'est vraiment une joie de publier votre livre. Je suis maintenant en train de réviser la traduction. Donc, je vous remercie tout d'abord de l'avoir écrit, d'avoir même un peu fait l'intermédiaire pour qu'on le publie au Brésil. Et je voulais aussi profiter pour remercier Kleber Daniel Lambert da Silva, qui a été celui qui a proposé ce projet et qui a travaillé avec Bernardo Tavares dos Santos, Carlos Fernando Carreiro, Sandro Cobol Fornazari et Thiago Ribeiro. Ce sont les traducteurs du livre. Et j'ai déjà commencé la révision et c'est vraiment un travail très bien soigné, très compétent. C'est vraiment, ça va être un très beau livre, je vous assure. Je voulais aussi remercier l'ambassade française, le bureau du livre qui fait tout ce travail de, disons, stimuler la publication et on voit qu'ils ont vraiment les soins de soutenir des projets comme celui-ci. Donc, merci. Alors, pour démarrer un peu l'entretien, je voulais vous demander si vous pourriez nous raconter un petit peu votre parcours, ce qui vous a amené à vous pencher sur les philosophies africaines plurielles, mais aussi, il y a écrire ces livres, mais aussi, j'ai commencé à lire hier votre dernier livre, Devenir vivant, toujours pluriel. C'est une petite critique à la langue française qui ne permet pas de discerner. Et s'il y a, bon, moi j'ai remarqué qu'il y a une continuité dans cette trajectoire, mais si vous pouvez nous raconter un petit peu, merci beaucoup. Oui, merci. D'abord, je voudrais bonjour à tous et puis d'abord, je voudrais dire un grand merci à tout le monde parce que à la fois cet entretien qui est possible et qui se fait à plusieurs et puis la traduction du livre qui est vraiment une entreprise collective avec plusieurs traducteurs qui ont pris en charge ce texte-là. Je suis très touchée de voir la précision, la délicatesse, l'attention avec laquelle ils ont lu ce livre-là. Ils m'ont parfois contacté en me demandant des précisions sur les termes et j'ai vu que vraiment il y avait une très grande attention qui était portée sur ce texte et évidemment pour un auteur c'est extrêmement touchant et très gratifiant. Donc voilà, et ça me plaît beaucoup cette idée que ça soit vraiment un travail collectif. Pour répondre à votre question, philosophie africaine, c'est le travail de presque 10 années de recherche, qui étaient des recherches entreprises dans le cadre d'un doctorat de philosophie et que après j'ai retravaillé, réécrit parce que j'avais envie de faire un ouvrage certes très précis, universitaire, mais qui puisse aussi être lu par des non-universitaires. C'était un petit peu le challenge d'avoir un livre très précis et en même temps un livre qui soit accessible par, comment dire,
J'avais cette envie de présenter les différents courants qui traversent la philosophie africaine des années 50 jusqu'aux années 2000 à peu près, et pour présenter ces courants soit à des gens qui ont l'habitude en France de travailler sur les questions africaines mais qui ne connaissent pas la philosophie, qui ne lisent pas les philosophes africains, ou alors pour des philosophes français qui n'étaient pas au fait des questions africaines. Donc l'idée c'était voilà, d'avoir une approche quelque peu didactique, et ce qui m'intéressait c'était de montrer, de revenir sur cette expression philosophie africaine, qu'est-ce qu'elle peut recouvrir, comment est-ce que cette expression désigne des choses différentes en fonction des contextes politiques, économiques, historiques différents, et comment tout ça se dit de manière plurielle. Et effectivement, vous l'avez remarqué, pour moi, chez moi, il est toujours très très important d'ajouter un S pour vraiment être dans la pluralité et dans la diversité des choses. Je pense que les choses sont toujours beaucoup plus complexes qu'on ne le pense, et c'est à chaque fois pour montrer aussi quelles sont les dynamiques internes aux réalités. Alors là, je ne sais pas comment on pourrait qualifier la suite. Est-ce que devenir vivant est une suite? Pour moi, c'est pas du tout une suite, mais c'est un cheminement en fait qui est le mien. C'est-à-dire que je suis partie de ce travail sur les philosophies africaines, où c'était un premier travail pour moi de découverte, de rencontre. Je suis vraiment partie à la rencontre des philosophies et des philosophes africains, africaines. Et maintenant, l'idée était un petit peu, c'est comme si il m'avait fallu du temps pour assimiler tout ça, le digérer et voir ce que moi, ça m'a apporté comme philosophe française. Et là, l'idée était davantage de philosopher avec les philosophes africains qui maintenant font partie de ma bibliothèque. Mais l'idée n'était plus de faire un livre sur la philosophie africaine, mais vraiment voilà, de réfléchir sur une question qui me préoccupe beaucoup, qui est la question de notre rapport aux vivants et aux autres, et d'intégrer la philosophie africaine parmi d'autres références, qui peuvent être des références occidentales, mais pour devenir vivant, et ça c'était nouveau pour moi, il y avait aussi des références asiatiques, et puis il y avait aussi de sortir de la philosophie et d'aller questionner des textes scientifiques, notamment des travaux de biologistes ou d'astrophysiciens. Ça qui était, et c'est peut-être ça la continuité de philosophie africaine, c'est comment dire, de continuer ce cheminement en dehors des chemins tracés d'avance, et d'avoir cette pratique-là qui reste en fin de compte la même. Merci beaucoup de votre réponse. Je crois que maintenant Fabio peut continuer. Bonjour, Madame Kodjo-Granvaux. Je vous remercie encore une fois. Je voudrais faire quelques questions sur votre livre. Je sais que dans chaque question, il y a beaucoup de problèmes, mais je pense que vous soyez à l'aise pour répondre ce qui est nécessaire. Alors, allons-y. Je voudrais savoir quels sont les usages, l'emploi fait par les philosophes africains eux-mêmes d'une ethnophilosophie. Quelles seraient les critiques de certains philosophes africains à une ethnophilosophie, aussi que l'hypothèse d'un passé originel capable d'unifier les continents africains? Quelles sont les différences entre une ethnophilosophie et une sage philosophie? Les conseils de Ondera Uruka. La première. C'est une très grande question que vous me posez. Oui, je sais. Pardonnez-moi.
La question de l'ethnophilosophie, pour moi, c'est vraiment une des premières questions qui apparaît dans ce qu'on pourrait qualifier la philosophie africaine contemporaine. Vraiment, c'est une question qui émerge à la suite de la parution d'un livre qui est le livre du révérend belge Placide Tempels, qui s'appelle La philosophie bantoue, et qui en fait est un des premiers ouvrages, en tout cas dans le titre, c'est le premier ouvrage d'un homme occidental à associer un adjectif africain au terme de philosophie. Jusqu'à présent, on parlait de mentalité primitive, mais on ne parlait pas de philosophie en Afrique. Et en fait, à travers la question du terme de philosophie, il y a un enjeu presque civilisationnel qui se joue. En tout cas, il y a un enjeu aussi politique qui se joue. C'est que si tel peuple possède une philosophie, alors ça veut dire qu'il possède la raison, et donc la justification de l'entreprise coloniale telle qu'elle existait, en tout cas dans le mode de colonisation français, ne fonctionne plus, puisqu'on colonisait pour apporter la civilisation à des peuples qui étaient censés être en dehors de l'histoire de la raison. Et donc à partir du moment où on considère qu'il y a de la philosophie, on considère donc qu'il y a de la raison, et donc la justification idéologique de la colonisation ne fonctionne plus. Et en fait, ça, c'est ce qu'ont compris un certain nombre d'intellectuels africains qui se sont tout de suite emparés de ce livre, La philosophie bantoue, pour saluer l'initiative et pour dire, voilà, ce que le révérend Tempels fait, faisons-le nous, Africains, parce que Tempels reste néanmoins extérieur à cette culture bantoue. Il n'a pas tout saisi de la culture bantoue, et nous qui sommes les héritiers de ces cultures-là africaines, faisons le même travail que Tempels a fait pour la philosophie bantoue. Senghor, par exemple, a été un des intellectuels africains les plus, le plus enthousiaste à ce livre et à cette entreprise de la philosophie bantoue. Il disait même que dans toute bibliothèque, on devait avoir un exemplaire de cet ouvrage-là, ce qui n'était pas du tout le cas, par exemple, de son compagnon de la négritude, Aimé Césaire, qui, lui, au contraire, a vu tout de suite la motivation coloniale, impériale de Tempels à travers ce livre. En fait, Tempels disait remarquait qu'il était de plus en plus... Il faut comprendre que ce livre paraît en 1945, donc on est quand même à la fin de la période coloniale. Les indépendances dans le cadre français de l'Afrique, de la majorité des colonies africaines, va arriver seulement 15 ans plus tard. Donc on a déjà un pouvoir français extrêmement affaibli, contesté, notamment du fait, il y avait aussi des Africains qui ont participé aux deux guerres mondiales et qui donc, au nom de cet engagement pour venir libérer la France, demandaient à eux aussi être libérés. Donc le pouvoir colonial vacillait. Et Tempels a bien compris ça, et en fait il dit, mais voilà, si on veut continuer notre travail de civilisation, notre travail missionnaire, il faut davantage comprendre les mentalités, comment pensent les Africains qu'on doit dominer, et donc quelle est leur philosophie. Et il le dit, Tempels, il dit que cet ouvrage-là est un ouvrage destiné aux missionnaires pour mieux en fait adapter la méthode de domination à travers une domination des âmes, puisque c'est ça la question de la philosophie bantoue. Et donc Césaire a vu ça et a été très critique, notamment dans le discours sur le colonialisme. Il y a des pages très très dures envers ce livre-là, mais néanmoins, malgré toutes ces réserves-là, il y a des philosophes africains qui se sont engagés dans cette idée de dégager, de voir quelle pouvait être par exemple, la philosophie Akan, la philosophie Dogon, quelle était la philosophie Wolof, etc., avec cette idée que, en fait, il y avait des philosophies existantes et qu'il fallait aller les chercher. Donc, on a cette idée-là de philosophies qui sont déjà toutes faites et qui suffirait de lire et de traduire et de donner à voir quelque part. Et ça a été très critiqué aussi par des philosophes qui ont dénoncé cette idée
cette manière de pratiquer la philosophie en disant en fait ça, ce n'est pas de la philosophie, c'est alors Untonji a formé ce mot d'ethnophilosophie en mélangeant ethnologie et philosophie et en disant mais en fait ce que vous faites c'est de l'ethnologie à prétention philosophique. C'est une lecture ethnologique de vos propres sociétés, mais on ne peut pas dire que, par exemple, les Dogons pensent ceci, ont telle conception de l'âme ou telle conception du corps, de Dieu, etc. Et que ce qui caractérise la philosophie, c'est une activité autoréflexive qui a conscience d'elle-même et qui est critique aussi par rapport à sa propre démarche. Donc, il y a tout un débat qui se met en place dans les fin des années 60, années 70, pour savoir qu'est-ce que la philosophie en fin de compte. Et cette question, moi, je la trouve extrêmement intéressante parce que dans ce contexte-là, de savoir ce que peut être ou ce que devrait être la philosophie africaine, on a une réflexion sur ce qu'est la philosophie. Et en ça, je trouve que moi, comme philosophe français, ça m'intéresse de voir à ce moment-là quels sont les enjeux, comment est-ce qu'on comprend la philosophie, qu'est-ce que doit être la philosophie, est-ce que c'est une discipline, est-ce que c'est une science, est-ce que c'est une pratique qui relève d'une manière d'être au monde, d'une manière de vivre. Et là aussi, on voit comment la conception même de la philosophie a énormément évolué entre, par exemple, une conception antique chez les Grecs. La philosophie est d'abord et avant tout une manière de vivre, et une conception moderne qui va se développer notamment en Europe, où petit à petit, la philosophie va se retirer de la vie de la cité pour avoir lieu dans un monde clos qui est le monde de l'université et des facultés. Et donc, finalement, la question que se posent les philosophes africains, c'était de savoir, dans les années 70, une période où, je le rappelle, on a des États africains qui sont tout jeunes et qui doivent aussi constituer une identité, alors soit une identité nationale, soit une identité africaine. C'est-à-dire qu'on a des nations africaines qui n'existent pas en tant que telles, qui sont en train de se forger. Et puis, on a aussi une volonté parfois de construire un panafricanisme. Donc, il y a une question d'identité multiple qui se dessine et la philosophie va jouer un rôle dans cette dynamique-là. Alors, la question est de savoir à ce moment-là, est-ce que la philosophie africaine doit se décliner en philosophie ethnique, on pourrait dire, une philosophie wolof, une philosophie bantou, etc. Qu'est-ce que ça recouvre? Est-ce que c'est cette qualification, elle renvoie soit à une culture, soit elle renvoie à une ethnie, soit elle peut renvoyer à une langue, à un usage qu'on fait de la langue. Et quand ce que je voudrais juste signaler, c'est que ces expressions de philosophie qu'on décline avec un lieu, une culture, en fait, ont toujours posé problème. Si, par exemple, vous parlez de philosophie grecque, là, vous voyez bien qu'on parle de la philosophie de l'Antiquité grecque. On ne va pas parler de la philosophie contemporaine. Si on parle de la philosophie espagnole, en fait, ça ne correspond pas à de la philosophie en langue espagnole parce qu'elle s'exprime soit en latin, en hébreu, en catalan, en castillan, en arabe. Donc, la philosophie espagnole ne repose pas sur une pratique de la langue. Et à chaque fois qu'on creuse ces dénominations nationales en philosophie, on se rend compte qu'en fait, ça recouvre une multiplicité de pratiques philosophiques et de courants philosophiques différents. Donc, la question se pose pour la philosophie africaine à ce moment-là. Comment doit-elle se constituer dans cette période historiquement extrêmement importante où on a un sujet politique, collectif africain qui cherche aussi à se définir en opposition aux anciens empires coloniaux. Et donc, la question est de savoir si cette ethnophilosophie, finalement, elle repose sur une pratique de la langue. Et ça, il y a, par exemple, le Ghanéen Kwasi Viridou va montrer qu'il y a des problèmes philosophiques qui sont liés aux langues philosophiques. On ne va pas raisonner et poser les problèmes de la même manière selon qu'on philosophie
en anglais, en français ou en akan, par exemple. Il montre notamment à travers l'exercice de la traduction, et ça, je pense que vous le savez bien, qu'il y a des problèmes philosophiques qui apparaissent au moment où on traduit et que le travail de traduction de la langue amène à philosopher avec le texte originel. Et puis, il y a aussi cette idée de se demander est-ce que cette ethnophilosophie ne renvoie pas à une autre manière de philosopher, qui serait une manière différente que la pratique philosophique moderne, c'est-à-dire née dans l'Europe occidentale dès la Renaissance, et puis notamment au XVIIIe et XIXe siècle, où là vraiment on a la philosophie qui se constitue comme une histoire de la philosophie et qui est vraiment une affaire de spécialistes qui s'enferment dans les universités, etc. Ou alors est-ce qu'on renoue avec une pratique plus antique, grecque, de la philosophie, qui est une manière de vivre. Et cette manière de vivre renvoie à l'idée de sagesse. De la philosophie, c'est d'abord cet amour de la sagesse d'un point de vue étymologique. Donc, il y avait aussi chez certains philosophes, notamment Henry Odera Oruka, qui était de dire on a dans nos pratiques africaines traditionnelles des pratiques qui s'approchent très sensiblement de ce que pouvaient faire les présocratiques. Et donc, est-ce que, et d'ailleurs on sait que ce qu'on identifie comme le premier grand philosophe dans la philosophie occidentale, c'est Socrate, et Socrate n'a pas écrit un seul livre de philosophie. C'était une philosophie orale, donc il y a aussi l'idée de renouer avec cette idée, cette figure du philosophe sage qui n'écrit pas, mais qui a une pratique philosophique. Et donc, Odera Oruka met en place un programme de recherche qui va être d'aller rencontrer des personnes qui sont identifiées comme des sages dans les villages, dans les campagnes du Kenya, essentiellement, et de les interroger, de les interviewer. Donc, il prend un petit peu le rôle de Socrate, hein, de cette maïeutique, et d'être l'accoucheur des âmes, et d'aller discuter avec eux, et d'en tirer quelque chose qui serait de l'ordre d'une pensée philosophique africaine. Donc, voilà, l'ethnophilosophie, même, vous voyez, j'ai encore envie de mettre un S, je dirais qu'il y a des pratiques ethnophilosophiques différentes. Alors, une seconde question. Voilà. Les philosophes Bidima considèrent qu'une critique à l'égard de l'État colonial doit être accompagnée par une critique à l'égard du système capitaliste. Comment certains philosophes africains pensent-ils le dépassement de l'effort agressif du capitalisme alors que le capitalisme est étroitement lié au processus de modernisation? C'est compliqué parce que, et là je pense que ces dernières années, et ça figure pas dans mon livre Philosophie africaine, mais notamment, je trouve que dans ces 10 dernières années, parmi les philosophes africains, il y a eu vraiment une réflexion sur l'importance du capitalisme et de son lien avec la colonisation. C'est-à-dire que vous avez de plus en plus d'études scientifiques, de recherche qui montrent que la colonisation, le processus colonial est vraiment l'enfant du système capitaliste. Et en même temps, le système capitaliste naît et n'existe en tant que tel que parce qu'il s'est appuyé d'abord sur la traite esclavagiste et la mise en esclavage, la traite transatlantique et les colonisations ensuite en Afrique. Et donc, la question qui émerge et qui apparaissait déjà peut-être à la fin de mon livre, mais qui s'est développée depuis, c'est la lecture décoloniale qui est faite réellement aujourd'hui de ce lien entre l'État colonial et le système capitaliste et entre la modernité, la modernisation et le système capitaliste.
C'est-à-dire que cette question des coloniales, je la trouve extrêmement intéressante parce que dans les années 60, 70, vous avez des philosophes africains, notamment je pense par exemple à quelqu'un comme Ebussi Boulaga, le Camerounais, ou le Ghanéen Kwasi Wiredu que j'ai déjà cité, qui en fait disent que l'indépendance, qui est ce moment formel, institutionnel, où en fait on met fin à la colonisation et où on a des États africains qui deviennent indépendants, ne signifie pas pour autant la fin du processus colonial, paradoxalement. C'est-à-dire qu'il y a des systèmes, un système qui a été mis en place, un mode de relation qui fait qu'en fait le processus de décolonisation est beaucoup plus long que l'indépendance, qui est un moment historique formel. Et donc, ces philosophes, dès les années 60, préviennent, disent attention, certes, on est indépendant aujourd'hui, mais pour autant, on n'est pas décolonisé. Il va falloir continuer ce travail de décolonisation, et notamment pour les philosophes, c'est un travail de décolonisation mentale, de décolonisation conceptuelle. Et Kwasi Wiredu a beaucoup travaillé là-dessus, en disant il ne s'agissait évidemment pas de rejeter tout ce qui était occidental, mais en disant attention, dans les concepts qu'on utilise, les concepts et les idées ont une histoire, et ils véhiculent avec eux toute une histoire et quelquefois des idéologies, et en tout cas une approche épistémologique singulière. Et donc, il faut faire attention dans les concepts qu'on utilise, de savoir quels sont ceux qui viennent d'Occident, quels sont ceux qui sont africains, et s'ils viennent d'Occident, est-ce qu'ils sont pertinents pour lire les réalités africaines? Est-ce qu'ils nous aident à lire les réalités africaines? Si ils sont pertinents, alors on les conserve tout en connaissant leurs conditions de possibilité et dans quelles conditions ils ont émergé. En revanche, s'ils ne sont pas pertinents, on les abandonne et on va chercher. On va chercher aussi dans nos cultures africaines. Et c'est en ça aussi que peut-être il y a eu après, c'était cet autre usage de l'ethnophilosophie qui était aussi quelquefois d'aller chercher des concepts qui pouvaient venir pallier à l'inappropriation de certains concepts occidentaux pour lire des réalités africaines. Donc ce travail de décolonisation, il est déjà là. Et en fait, quand on regarde, c'est tout à fait intéressant de voir qu'il est contemporain de la réflexion décoloniale qui émerge en Amérique latine. Il y a quelques échanges qui ont été faits, notamment je pense à Enrique Dussel et Ebussi Boulaga. On sait que Dussel a lu Boulaga, a lu Paulin Ontonji, mais c'est pas allé beaucoup plus loin. Et aujourd'hui, ça revient sur le devant de la scène. En tout cas, il y a je dirais presque un renouveau de la pensée critique en Afrique francophone aujourd'hui. Et cette pensée critique, justement, elle va chercher dans le travail théorique qui est fait par les penseurs décoloniaux d'Amérique latine, de quoi continuer le travail qui avait été entrepris par des philosophes africains comme Ebussi Boulaga ou Kwasi Wiredu, pour justement montrer que la question de la modernité et de la modernisation, elle est liée intrinsèquement à la question coloniale et au système capitaliste. Et que donc, du coup, la colonisation n'est pas une erreur du système capitaliste, parce que, en fait, la colonisation, le système capitaliste repose sur la colonisation. Donc, lutter contre ce processus de colonialité, en fait, qui perdure, ça revient à remettre en cause les structures et le système capitaliste. Donc ça, on le voit émerger un petit peu. D'ailleurs, chez Ebussi Boulaga, il le dit très bien. En fait, il dit aujourd'hui, on hérite des outils du colon, on hérite des structures économiques et politiques de la France, en tout cas dans le cas du Cameroun. Et donc, on les prend aujourd'hui parce qu'il faut qu'on s'autodétermine, qu'on ait le pouvoir de décider nous-mêmes, mais il va falloir modifier ces structures-là parce que ce sont des structures qui sont liées à un mode de domination et de domination coloniale du monde, et donc il va falloir travailler ceci. Donc effectivement, au moment où Bidima a écrit ce texte auquel vous avez fait référence, il n'y a
pas encore beaucoup de travaux sur la question, ou alors c'est des travaux qui sont plus dans des milieux militants, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, chez les chercheurs, la question du lien entre le capitalisme et le colonialisme n'est pas encore quelque chose d'extrêmement important, ça va le devenir quelques années plus tard. Je peux faire encore une autre question? Il y a de temps? Oh, merci. Alors, en général, les concessions est considéré comme un des concepts les plus importants pour la constitution de l'espace public. Comment les concepts des palabres appauriées permettent-ils de penser la constitution d'un espace public sans effacer la diversité des voix et en même temps capable d'entretenir un dissensus non violent? Il y a eu dans les années 80, suite des années 90, début des années 2000, chez un certain nombre de philosophes africains, anglophones et francophones, de réfléchir à la question politique, en fait, de s'inscrire dans un courant de philosophie politique, parce qu'en fait, dans les années 90, correspondent en Afrique à la mise en place du multipartisme. Et donc, jusqu'à présent, dans beaucoup de pays, on avait un parti unique qui dirigeait toute la vie politique et citoyenne du pays, et se met en place petit à petit le multipartisme. Et ça ne s'est pas fait évidemment sans violence et sans heurts. Et puis, on a cet antagonisme terrible qui arrive au milieu des années 90, qui est en 1994, qui est le génocide des Tutsis au Rwanda. Et on voit bien que, bon, et en même temps, on a Mandela qui accède au pouvoir en Afrique du Sud, et c'est la fin de l'apartheid, et c'est le premier président noir qui est élu dans ce pays-là. Donc, on a deux expériences complètement différentes, mais qui, pour moi, je crois, sont assez révélatrices de ce qui se passe à ce moment-là et d'une réflexion philosophique sur comment faire société ensemble et comment dépasser les antagonismes. En ayant évidemment une expérience de l'antagonisme comme d'extrêmement violent, le pire, le crime contre l'humanité. Donc, il s'agit vraiment de penser comment est-ce qu'il est possible aussi d'avoir des sociétés réconciliées après de tels crimes contre l'humanité. Et comment essayer de faire société avec les bourreaux, c'est-à-dire victimes et bourreaux ensemble. Alors, on a des travaux philosophiques qui vont penser cette question du consensus, qui est aussi quelque chose qui est important chez les philosophes occidentaux sur la délibération, la démocratie délibérative. On va piocher quelquefois chez Habermas. On réfléchit de concert avec, à partir de l'Afrique, certes, mais avec le monde entier sur cette question-là, et qui est l'idée de comment construire une démocratie délibérative qui fonctionnerait partout en prenant en considération les particularités de chaque région, de chaque pays, etc. Il y a des tendances comme Kwasi Viridou qui est de dire dans nos sociétés traditionnelles, on a une pratique de la discussion, en fait, on a une pratique démocratique qui n'est pas qualifiée de démocratique en tant que telle, mais qui, dans les faits, quand on le regarde bien, l'est. C'est cette manière de discuter ensemble, de se réunir ensemble, de faire société autour de certains problèmes et d'essayer de dépasser ces problèmes par le dialogue et la discussion pour aboutir au consensus. Mais Viridou pose comme principe qu'il n'y a pas d'intérêt contradictoire irréconciliable. Avec Viridou, il y a toujours cette possibilité de réconciliation. Jean Godefroy Bidima, lui, est beaucoup plus sceptique, beaucoup plus prudent par rapport à cette prétention, à cette déclaration, en fait, en disant qu'il faut se méfier de cette tentation de vouloir effacer le différent, le dissensus.
et que justement la pratique démocratique, c'est justement de permettre aux différents, au dissensus d'exister, mais on l'atténue. C'est-à-dire qu'il y a cette espèce de lucidité chez Bidima qui est de dire de toute manière, on n'effacera pas les différences. Il n'y aura jamais une société sans tension. La tension existera toujours. Et donc, tout le défi du politique, mais de tout temps, j'ai envie de dire, et ça, c'est un grand principe universel, le défi du politique est de gérer les tensions. Et donc, pour gérer les tensions, il va chercher dans une autre pratique de la discussion qui est la palabre aporue, c'est-à-dire que dans cette pratique de la discussion à travers la palabre, c'est de finalement, de permettre au dissensus néanmoins de toujours exister, d'être reconnu en tant que tel, mais on le dépasse. Et puis, il y a cette idée-là de bien faire attention, parce que c'est aussi la palabre, c'est aussi une pratique de la justice, et qui est de dire, la question, c'est est-ce que la justice, dans cette palabre, quand on doit dépasser les dissensions, on doit se tourner davantage vers la victime ou vers le coupable? Est-ce que le but de la justice, c'est d'abord de punir le coupable? Ce qui est souvent le système judiciaire moderne, en fait, où on va dire que tel crime peut être compensé à hauteur de X euros. On fixe le prix d'une amende, et donc, ou X francs, etc. Et donc, on a une vision presque arithmétique de la justice. Là, l'idée de cette palabre aporée, c'est aussi de se tourner davantage vers la victime. La question, en fait, comment dire, de condamner le responsable est, je ne veux pas dire anecdotique, mais ce qui est le plus important, c'est que la victime se sente reconnue dans son statut de victime. Et en ça, par exemple, Bidima, il réfléchit à partir de cette pratique de la palabre aporie, mais réfléchit aussi à partir des textes philosophiques de Ricoeur consacrés au juste. Et donc, c'est aussi cette manière de pratiquer la philosophie qui est d'aller chercher toujours, soit dans des traditions africaines, soit dans des textes contemporains ou autres, du corpus philosophique mondial, de quoi réfléchir pour, là en l'occurrence, avoir une justice qui soit réparatrice. Et on voit très bien comment cette palabre aporie, elle va être mise en place après, notamment en Afrique du Sud, avec les commissions Vérité et Réconciliation, qui, entre Nelson Mandela et Desmond Tutu, quand ils mettent en place ces commissions Vérité et Réconciliation, ils vont puiser un mot bantou, qui est la notion d'Ubuntu, pour mettre en place cette pratique de la réconciliation à travers, non pas le consensus, mais cette manière de gérer le dissensus pour rappeler que tout individu est lié à une communauté, que nous n'existons que parce que nous vivons avec les autres et que ce qui nous fait notre force, c'est justement de vivre avec les autres. Et donc, on retrouve cette notion aussi de pratique presque traditionnelle de la politique à travers la mise en place des tribunaux Gacaca au Rwanda après le génocide, où on repose sur cette idée que la parole a une fonction cathartique et que la reconnaissance par la parole au sein des assemblées de palabres qu'un tel est victime va permettre à la société de se réconcilier avec elle-même. Et donc, à ce moment-là, il est extrêmement important que l'ancien bourreau ou le criminel soit aussi désigné comme bourreau et comme criminel, qui reconnaissent ces actes et qu'à partir de là, on va pouvoir négocier en fait la condition d'une société future. Alors, la dernière question, proposer l'intégration de la philosophie islamique à la philosophie africaine.
comment certains philosophes africains jugent-ils une telle intégration? Y a-t-il un effort de la part de l'islam pour s'ouvrir à la diversité africaine, c'est-à-dire une africanisation de l'islam? Le travail de Souleymane Bachir Diagne consiste à rappeler, à partir de travaux, de recherches aussi qui ont été faits par des anthropologues, de rappeler que la séparation entre un islam qui serait africain, noir, et un islam arabe est aussi le résultat d'un processus colonial particulier, que en tout cas, dans le cadre de la colonisation française, il a été à un moment donné utile aux colonisateurs de séparer l'Afrique du Nord de l'Afrique de l'Ouest et en tout cas de l'Afrique subsaharienne, et que il fallait éviter à tout prix qu'il y ait une espèce de panafricanisme, en tout cas une résistance qui s'organise et que des liens se fassent entre le Maghreb et l'Afrique subsaharienne. Et une des manières de les séparer était de transformer le Sahara en un lieu désert où il y avait comme une espèce de barrière infranchissable, et aussi de dire qu'il y avait un islam noir, puisque c'était le terme employé, qui n'avait rien à voir avec une pratique arabe de l'islam. En fait, ce que montre Souleymane Bachir Diagne, mais aussi d'autres philosophes, c'est que le Sahara, au contraire, a été un lieu de rencontre, un lieu d'échange, parce qu'il y avait les caravanes commerçantes, et que là où il y a du commerce, il y a toujours des rencontres, des échanges, des discussions, et que ça a été un lieu intellectuel extrêmement important, et notamment à Tombouctou, où on a aujourd'hui les traces à travers ces manuscrits de ces échanges qui existaient depuis le 15e, 16e, 17e siècle. Et c'était un des lieux théoriques ou un lieu de réflexion philosophique sur l'islam aussi. Et ce que veut montrer Souleymane Bachir Diagne, c'est que les circulations ont toujours eu lieu et qu'il y a toujours eu une réflexion, une philosophie islamique en Afrique, et que l'islam a été est un courant philosophique pour lui de la philosophie africaine, parce que notamment c'est la philosophie de l'islam et la philosophie arabe, et vous savez que on a des textes d'Aristote qui nous sont arrivés justement parce qu'ils ont été traduits par les philosophes arabes. Et donc, c'était aussi de montrer comment ces traditions de pensée entre une philosophie grecque, antique, Aristote, une philosophie arabe, islamique, et une philosophie africaine se sont rencontrées sur les terres d'Afrique. Et donc, c'est une manière aussi de montrer comment la tradition des lumières islamiques ont nourri les philosophies, en tout cas des pratiques philosophiques en Afrique de l'Ouest, mais aussi en Afrique de l'Est.